On va finir la journée en douceur, en faisant un peu un tour de la planète, tous ensemble, hein, avec un sujet léger, facile à traiter en une demi-heure. Hein. Panorama de l'ufologie mondiale, dernières actualités. Donc le mot important sera peut-être dernière, hein, parce que comme ça on va pouvoir être dans les temps. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir être présent, d'être ici, d'être avec vous. Et puis on se retrouvera demain. C'est un peu, j'ai l'impression, la norme des présentations ici, donc c'est rigolo. On savait pas trop quel sujet choisir, donc on est parti là-dessus. Et puis, donc, on va passer un petit moment ensemble avec un temps de conférence qui va rester relativement serré, de façon à ce qu'on ait du temps pour échanger ensemble et d'être tranquille pour finir vraiment la journée à la cool, si je puis dire. Donc, qui parmi vous a déjà vu ce document, a déjà vu cette image, ce panorama des tendances? Alors, ok, c'est un peu flou, c'est un peu loin, mais je vais vous donner des informations dessus. Qui l'a déjà vu? Vous êtes 2-3 à l'avoir vu. Ok, pas plus. Donc, mine de rien, ce document est un document important. C'est un de ceux qui a été les plus visionnés depuis 2 ans à peu près. C'est une infographie un peu de synthèse qu'a fait l'AARO. Qui parmi vous connaît l'AARO, le bureau des ovnis américains? Donc, la moitié d'entre vous. Donc, en gros, il y a le GEPAN en France. Et il y a l'AARO aux États-Unis. La différence, c'est que le GEPAN, c'est relié au CNES, donc au Centre national d'études spatiales en France, alors que l'AARO, AARO, le All Domain Anomaly Resolution Office, l'AARO, lui, il est lié au Pentagone. Ça fait partie du Pentagone, ça reste dans le champ militaire, on est aux États-Unis. Donc il y a plusieurs informations qui sont partagées. C'est un peu une synthèse qu'ils font des notifications, des relevés qu'ils ont pu obtenir, qu'on leur a transmis. Ça couvre la période, ça couvre 25 ans à peu près, 27 ans, de 1996 à 2023. Donc il y a au centre, ça donne des éléments de description. En général, en moyenne, ça fait entre 1 et 4 mètres. En général, en moyenne, la couleur, c'est plutôt blanc, argenté ou translucide. L'altitude, ça se passe toujours plutôt entre 10 ou 30 000 pieds. La vitesse du stationnaire jusqu'au Mach 2. En général, pas de traces thermiques détectées. On peut y avoir des informations dans certaines bandes radar, 8-12 GHz, mais aussi radio, 1-3 GHz, 8-12. Et puis aussi, on peut avoir pareil des signatures infrarouges intermittentes qui peuvent arriver. Et la forme, c'est toujours plutôt en général rond. Et donc, on le voit avec le camembert sur le côté, la partie la plus importante, sombre, c'est donc en général c'est toujours une sphère ou c'est toujours un truc rond, et donc 47% des observations sont de cet ordre-là. À côté, je vous épargne les altitudes, mais ça vous donne une idée de la proportion des altitudes moyennes où se font les observations, avec les grands avions, les petits avions, les ballons météo qui sont mentionnés, qui donnent une idée. Je pense qu'il doit même y avoir l'Everest, oui c'est ça, c'est l'Everest qui est indiqué, qui donne une idée comme ça des hauteurs relatives où les observations se situent en général. Donc c'est un peu document de synthèse, et dedans il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la petite carte qui est là-bas, où donc la carte est claire, et il y a des zones sombres. Je vous demande juste de repérer à peu près, vous voyez où sont les zones sombres. Et en fait, ce qui est très intéressant, donc les zones sombres, ça correspond à ce qu'ils vont appeler des hotspots, des points chauds d'observation UFO au niveau de leur relevé. Et donc, il y a côte ouest des États-Unis, côté Californie, côte est des États-Unis, côté New York, Washington, et puis on a 2 autres zones, voire 3, mais en tout cas 2 zones principales qui ne sont pas aux États-Unis, qui se situent du côté de l'Iran, du Moyen-Orient, là-bas, là, au nord de l'Irak, tout ça, et puis aussi du côté de la mer du Japon, entre Japon, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud. Ok, c'est la petite zone là-bas que vous voyez sur l'extrémité droite de la carte. Donc ça, c'est important, ça s'est passé en 2023, le rapport a été produit en 2023, en octobre 2023, avec cette infographie, et en fait, ça a déclenché un truc au Japon, c'est que donc, il y a eu en fait plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un groupe de travail, en tout cas il y a des députés qui ont vu des ovnis ou qui sont concernés par le sujet, qui se sont impliqués, qui ont activé leur réseau pour qu'il y ait un groupe de travail parlementaire, tout parti politique confondu, et qui concerne autant
la chambre basse, la chambre haute, donc les représentants, c'est-à-dire l'équivalent des députés, et les sénateurs de la Diète. La Diète, c'est le nom du Parlement japonais, qui s'est monté en juin 2024. Aujourd'hui, donc il y avait 80 élus au début. Aujourd'hui, ils sont à plus d'une centaine. Alors, ils sont pas tous extrêmement impliqués ou extrêmement actifs, mais en tout cas, c'est un réseau qui est là. Et ce qui est plus intéressant, et ça, je l'ai découvert lorsque je suis allé au Japon et que j'ai pu rencontrer le coordinateur de ce groupe en juin dernier. On a publié au sein de Nexus l'article et l'interview sur Revenez Japon dans le daté septembre de Nexus de mémoire. C'est qu'en fait, c'est des dirigeants de partis politiques. Comme au Japon, ça fonctionne un petit peu... je ne vais pas dire que c'est des coalitions, mais en tout cas, ça fonctionne un peu en dynastie. Et donc, en fait, on va avoir des premiers ministres qui deviennent députés, puis après qu'on retrouve comme ministre de la Défense, et puis en fait des ministres de la Défense qui redeviennent députés, mais à la coalition d'après, ils redeviennent ministres de la Défense. Donc ça fait des va-et-vient comme ça au niveau de leur poste, et on va aussi avoir les enfants, les héritiers, donc des dirigeants politiques qui vont avoir une trentaine ou une quarantaine d'années, qui suivent les pas de leurs pères en général, qui sont la génération d'avant. Et donc on a beaucoup on a quasiment tous les anciens ministres de la Défense depuis 2015 qui font partie de ce groupe de travail. Donc ça veut dire des anciens ministres de la Défense, mais ça veut dire aussi des futurs ministres de la Défense. Hein, d'accord. Donc ça veut dire que quand ils passent ministre de la Défense, ils connaissent déjà les copains qui sont dans le groupe. C'est ce qui se passe, donc c'est ce qui se passait auparavant, c'est ce qui se passe maintenant. Et pareil avec donc un ou deux anciens premiers ministres. Voilà. Autre chose qui s'est déroulée, donc je passe sur une des lignes qui s'appelle crise des ballons en 2023, qui se souvient qu'on a eu une crise des ballons météo en 2023, en février 2023. Parmi vous, allez-y, franchement, bon, pour l'instant, c'est la question qui fait le plus mouche, hein, on a le plus de gens parmi vous qui êtes au courant. Donc pour ceux qui l'ignorent, on a eu en février 2023 un psychodrame assez intéressant à observer avec donc des ballons météo, des ballons sondes qui ont survolé les États-Unis, qui ont été l'un d'entre eux en tout cas a été reconnu comme étant, enfin assumé par la Chine comme étant des ballons chinois, ce qu'on appelait aussi la crise des ballons chinois, et ça s'est mal fini, c'est-à-dire que tous les ballons ont été abattus, mais ils ont été abattus donc puisqu'ils venaient de Chine. Ils ont traversé le Pacifique, ils sont arrivés au-dessus des États-Unis, il y en a un ou deux qui étaient au-dessus du Canada. Comme en termes de défense aérienne, le Canada et les États-Unis font cause commune, ça a circulé un peu au-dessus, et puis assez rapidement, bim, bim, bim. Le premier, il est passé au-dessus des États-Unis, et il a été abattu côté New York, et les trois autres, dans les jours qu'on suivi, lorsqu'on a vu qu'ils étaient là, ils ont été tous abattus sans aller plus loin au-dessus des États-Unis. Il y a eu des conférences de presse, où certains de ces objets ont été reconnus comme étant des UAP par les représentants du Pentagone, hein, c'est-à-dire quand on leur a dit qu'est-ce que c'était, ils ont dit c'est un objet inconnu, non identifié, on ne sait pas ce que c'est, donc ça a lancé un peu la machine, là, comme ça, c'était bien. Et puis surtout, cette histoire, ça a fait que du côté du Japon, comme ça a traversé le Pacifique, c'était aussi passé au-dessus du Japon. Et là, ils ont commencé à regarder les anciennes observations qu'ils avaient, et ils ont vu que donc entre 2019 et 2021, des objets non identifiés qu'ils avaient observés, qui étaient passés au-dessus de leur ciel, c'est les autorités japonaises qui l'ont déclaré en 2023, c'est que donc entre 2019 et 2021, il y avait au moins 3 ballons qui étaient originaires de la Chine, qui étaient passés au-dessus d'eux. Donc là, on commence à être dans une zone un peu grise. Est-ce que c'est de l'OVNI au sens habituel ? Ou est-ce qu'on est dans des trucs militaires, de renseignement, donc c'est du drone, c'est du ballon, c'est de l'OVNI, c'est du ballon, enfin voilà. En 2020, il y a eu aussi au sein des forces d'autodéfense japonaises, c'est ça que ça veut dire, l'abréviation JAF, les Japanese Autodéfense Force. Donc en 2020, ça y est, il y a eu des directives qui ont été données pour que, en gros, c'est une armée comme une autre, sauf qu'ils n'ont pas le droit d'attaquer, ils ont le droit que de se défendre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle autodéfense, hein, c'est lié aux suites de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, mais pour autant, quand on regarde les chiffres, eux aussi sont dans une logique depuis plusieurs années de monter en puissance, d'acheter du matériel, de s'équiper, d'acheter des avions de chasse, etc., etc. Donc, en tout cas, en 2020, les autorités militaires ont fait passer des directives à leurs pilotes, à leurs forces aériennes, pour leur dire voilà comment vous allez faire pour notifier des trucs, pour observer des choses, pour rendre compte si vous voyez des choses qui s'apparentent à un ovni dans le ciel japonais. Okay, donc du côté du Japon, ça commence à se mettre en marche parce que on a ce rapport de la Haro
c'est que donc, ça c'est via Franck Morin qui me fait passer l'information, quand il a su que je commençais à travailler dans cette direction-là, c'est qu'en fait, le fameux rapport Blue Book, bon alors maintenant, qui sait parmi vous quel est le rapport Blue Book, qui en a déjà entendu parler? C'est bien. Le nombre de mains augmente à chaque question. C'est une très bonne nouvelle. La journée n'a pas été vaine. Et donc, alors ça a l'air mine de rien, parce que c'est pas très très élevé en termes de nombre d'observations, mais en gros, comme le rapport Blue Book, ça contenait des observations qui remontaient de l'armée américaine, et donc de l'armée de l'air. Et bien en fait, comme il y a eu une occupation américaine du Japon, sur la période 45 55 grosso modo, et bien en fait on a des observations d'OVNI faites par l'armée américaine qui étaient en station au Japon. Et donc on trouve dans le rapport Blue Book. Voilà, et on a donc des observations qui sont dans le rapport Blue Book, qui sont assez intéressantes, qui sont assez standards, mais qui concernent spécifiquement le Japon, quand même ça a été fait par des soldats américains. Ça fait partie des petites choses, des petites bonnes surprises qu'on peut avoir pour avoir un peu de recul. Et ce qui fait que ça donne aussi, le Japon a mis en place, je crois que sa première association d'UFO nationale et puis moderne, elle date du milieu des années 50, à peu près entre 52 ou 55. Et donc, ce qui fait que quand on regarde l'histoire de la naissance de l'ufologie, on va dire moderne ou sérieuse ou fréquentable, avec le début des années 50, ben, ça permet de croiser les infos avec ce qui ressort des dossiers américains. Voilà. Donc, la crise des ballons. Ça, c'est pour vous donner une image vue d'au-dessus de à quoi pouvaient ressembler les ballons, ou en tout cas le fameux ballon chinois qui a été assumé et reconnu comme tel par la Chine. Donc panneaux solaires, machin, ballon en hélium, enfin tous les trucs là. Comme ça vole très haut. Et puis à côté, c'est la carte des endroits où, en février 2023, à quel moment chacun a été shooté, histoire qu'on arrête d'avoir des ballons au-dessus de notre tête. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est de la météo? Est-ce que c'est de la surveillance? Est-ce que c'est civil, comme nous le disent les Chinois, ou est-ce que c'est militaire? Bref, on les dégage, on les dégomme. Donc ça, c'est aussi une tendance, parce qu'en fait, les histoires de ballons météo, les histoires de ballons, ou est-ce que c'est de la science qui fait un peu d'intelligence, ou est-ce que c'est des manières aussi de tester les capacités de détection par rapport à des objets dans le ciel de la part de pays qu'on a un intérêt à essayer d'espionner? Voilà, ça fait partie des choses. Et dans une autre conférence que j'ai pu donner, j'ai creusé plus en détail la question des ballons, et en fait c'est les États-Unis, des 47, des 50, des 52, pas que à cause de Roswell, c'est justement parce qu'ils exploraient les ballons météo qu'ils ont mis en avant le ballon météo comme origine de Roswell. C'est pas du tout un hasard en fait, c'est parce que pendant 10-15 ans, ils ont été les premiers à lâcher des centaines de ballons espions, en jouant sur les courants aériens haute altitude, qui allaient passer au-dessus de la Russie, qui allaient passer au-dessus de tout ça. Voilà. Donc, on comprend mieux pourquoi les États-Unis, culturellement, vont être plus... Voilà, comme ils l'ont déjà fait, ils savent ce que ça peut être, et donc, faut pas... Donc, en tout cas, là, c'est pas comme avec l'histoire des drones, on va y revenir après, puisque c'est une autre très très grosse tendance, c'est la tendance clé de l'année 2025 à ce jour, là, c'est l'histoire de l'invasion des drones. Des drones en tout cas. Là, on n'est pas en train de laisser le drone repartir, on l'a pas identifié, on l'a pas traqué, on l'a pas dégommé, mais par contre là les ballons on les dégomme. Donc autre tendance importante, enfin en tout cas qui va être croissante. Là on est dans une phase qui est celle du recueil des témoignages, du recueil des cas. Donc ça ressemble au premier catalogue qu'on pouvait faire en France avec les années 70, 80. Voilà, on est dans le simple recueil des cas. Ça concerne l'Afrique, et donc avec les deux bouquins, Les OVNI en Afrique et OVNI en Afrique, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait ces deux livres sont sortis en 2024, les deux. Donc l'année 2024, c'était vraiment le fait que les questions de rassembler, de collecter, de rassembler, de commencer à faire de la base de données sur ce qui concerne l'Afrique, sur ce qui peut avoir été observé en Afrique. Non seulement on a de la donnée qui existe, on a de la donnée qu'on rassemble, mais on a des livres qui commencent à sortir et qui proposent des catalogues de ces cas-là. Bon, celui qui est bleu avant le premier de Yann Alexander, lui date de la fin 2023, mais OVNI en Afrique c'était février 2024, et OVNI en Afrique de Jean-François Bob Sommer, l'ancien directeur du MUFON France, il date de mémoire, c'était septembre ou octobre 2024. Donc voilà, donc haute tendance qui est là, qui se profile. L'Afrique commence à devenir visible aussi sur le champ de l'ufologie, mais on est dans une phase d'émergence encore, mais c'est quand même super. Donc, de 16 décembre 2017, vous vous souvenez, on a les articles du New York Times, du Washington Post, de Politico,
3 articles qui paraissent le même jour et qui donc sont en une de cette presse qui est la presse de référence politique. Je ne vais pas dire qu'elle est mainstream, mais qu'elle est fréquentable, officielle, enfin en tout cas considérée comme les voies les plus sérieuses et les plus crédibles aux États-Unis. Pour le New York Times, on a donc Leslie Kean, la journaliste qui connaît assez bien l'ufologie, qui le co-signe, avec Ralph Lilienthal, qui lui est plus une légende du journalisme américain, mais qui a aussi un intérêt sur le sujet, enfin en tout cas qui s'intéresse aussi sincèrement sur le sujet, parce qu'il a signé notamment une biographie de John Mack, le psy qui s'occupait des personnes qui ont été enlevées et qui a été donc une autorité au niveau de la psychiatrie dans le fait de taper du poing sur la table en disant que ces gens étaient sains d'esprit au niveau des personnes qui étaient, on ne sait pas si c'est vrai, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont sincères et qu'elles ne mentent pas au niveau de ce qu'elles racontent. On a d'autres personnalités derrière qui sont d'autres noms importants avec Elizondo, Harry Reid, le député, le représentant sénateur démocrate qui est parti, et Bigelow. Ce qui se passe, c'est que donc Bigelow et Reid étaient très amis, ils avaient même des affaires immobilières en commun. Et là, on a donc 2 autres mots-clés qui arrivent, c'est ATIP et OSAP. Alors, ATIP, qui parmi vous a déjà vu passer cette abréviation ? Bon, là, ok, un peu moins que tout à l'heure, mais voilà. Donc, c'était le programme que Luis Elizondo dirigeait. Bon, en tout cas, c'est ce que Elizondo racontait en 2017 quand il prend la parole. Et OSAP, qui en a entendu parler ? Un petit peu moins, donc d'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que OSAP, c'est comme un métaprogramme. C'est-à-dire que c'était un programme complet avec différents projets à l'intérieur qui tous avaient des noms. Et il y avait un projet base de données, il y avait un projet paranormal, il y avait un projet on va enquêter on va remonter les informations qui viennent des archives qui concernent le Brésil. Il y avait un projet qui était un partenariat qu'ils font avec le MUFON aux États-Unis, ce qui fait qu'il y avait ce qui est intéressant sur OSAP, parce que c'est OSAP le nom officiel du programme qui a été le programme secret du Pentagone. C'est pas du tout ATIP, c'est OSAP. Ça a duré de 2007 à 2012. Précisément, ça a duré de 2009 à 2012, mais en tout cas, c'est en 2007 que c'est décidé, c'est en 2008 que ça se met en place, que les gens sont recrutés, patati patata. Petit programme, 22 millions de dollars, 50 personnes, mine de rien, qui ont été recrutées, qui ont travaillé à plein temps c'est pas de l'équivalent emploi, c'est vraiment 50 personnes qui ont été recrutées et qui ont donc été impliquées dans les différents projets. Et par exemple, dans les modes d'organisation qu'il pouvait y avoir, c'est que par rapport à cette logique d'avoir une vision très non seulement systémique, mais systématique de ce qui pouvait se dérouler, dès qu'il y avait une alerte de quelque chose de quelque part, hop, ils avaient passé une convention avec le MUFON des États-Unis, et c'est le MUFON qui envoyait des enquêteurs sur place, puisqu'ils couvraient tout le territoire, pour être en quelques heures les premiers sur les lieux dès qu'il y avait une observation qui était méritoire. Donc là, on est sur un exemple, par exemple, de partenariat public-privé. Le OSAP, c'est de l'argent public via une enveloppe discrétionnaire de 3 sénateurs qui ont donc validé le fait de mettre de l'argent là-dedans. On sait depuis que ces 3 sénateurs avaient aussi vu des ovnis, 2 étaient des anciens militaires. Harry Reid était très intéressés par le sujet, et les 2 autres étaient des anciens militaires, et ils avaient vu à au moins 1 ou 2 reprises, ou en tout cas ils avaient eu des camarades de combat qui leur avaient relaté qu'ils avaient vu des trucs bizarres. Donc c'est vraiment des gens qui étaient déjà sensibilisés au sujet, qui ont donc mis de l'argent en connaissance de cause. On a les témoignages, les vidéos de la Navy. Donc ce qui est révélé à partir de 2017, ce sont des vidéos qui datent de 2004, de 2014, de 2015. Donc on est sur la vraie fausse nouveauté. On est sur des choses qui concernent des cas anciens ou des cas qui peuvent avoir lieu 10 ans plus tôt, dont les vidéos qui ont fait du buzz en 2017 sont simplement des vidéos déclassifiées qui datent de cette époque-là. Faut aussi l'avoir en tête. Bon, après on a l'histoire de To the Stars, qui est une espèce de start-up qui voulait combiner création de contenu de fiction. Le modèle de To the Stars, qui est un modèle intéressant, c'était de faire du divertissement pour lever des fonds, pour financer de la recherche plus sérieuse. Exactement. Donc c'était To the Star Academy, d'où le A à un moment donné. Tout ça déclenche une cascade médiatique de la presse en 2018, qui viennent donc percoler ou répercuter les informations. On est sur une logique de pyramide, qui viennent répercuter les informations qui viennent des médias dominants, des médias du dessus, des médias irréprochables, et puis ça se décline.
tant en allant vers des médias sociétés qu'en allant vers des médias politiques, qu'en allant vers des médias sciences, qu'en allant vers des... etc. etc. Ça touche aussi donc plusieurs domaines. On a la machine Hollywood et télévisuels télé qui se mettent en place. Et derrière, on a les premiers livres qui paraissent en 2021. Et après, ça nourrit un cercle vertueux qui va faire que ça va relancer la machine pour faire une nouvelle... J'ai pas mis le slide ici, mais vous pouvez le retrouver dans une autre conférence que j'ai pu donner et qu'on a mis en ligne. Je crois que c'était avec toi, hein, Patrice, qu'on avait fait ça pour la divulgation, quand on avait fait la conférence ensemble sur les mécanismes de divulgation. Donc on a une seconde génération de documentaires, c'est les mêmes chaînes, c'est National Geographic, c'est History Channel, c'est tout ça. On a comme ça des saisons 2 qui depuis 2 ans ont déboulé suite au succès d'audience des saisons 1. Plus intéressant par rapport à ce qui nous concerne ici en termes de tendance, c'est la bataille du Congrès. Donc j'ai remis les quelques dates de la première audition, de la deuxième audition, de la troisième audition, de la quatrième audition, de la cinquième audition. Il y en a depuis 2022, là il y en a plusieurs. Et puis mine de rien, on en a encore eu une sixième là tout récemment, en septembre 2025. Donc ça veut dire que ça continue. Donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Alors on a le droit de rester sur sa faim et d'être un peu déçu par rapport aux intervenants qui étaient présents à l'audition du 9 septembre 2025. On est sur une audition qui est portée par la Task Force de déclassification des secrets fédéraux. La fameuse Task Force de mémoire, c'est par Paulina Luna qu'elle est présidée. Mais ce qui est intéressant dans cette Task Force, c'est qu'elle est, en fait, elle est rattachée. C'est un sous-groupe en quelque sorte d'une commission qui est une commission qui s'occupe de tout ce qui est, on va dire, audit gouvernemental. En anglais, c'est oversight. Et donc, elle supervise. C'est comme si elle faisait du contrôle budgétaire ou des choses comme ça. Donc, elle n'est pas officielle. C'est une commission qui est rattachée à la task force, le groupe de travail sur la déclassification, qui donc est un machin dans son intitulé qui est un peu créé de toutes pièces, que c'est pas prévu au niveau de l'institution. Et toutefois, rattaché sous la supervision d'une vraie commission et d'une commission puissante qui est celle en gros du contrôle budgétaire au niveau des activités. Donc on est quand même dans un cadre qui est très institutionnel, qui est vraiment celui du Congrès avec les auditions, on est sous serment, etc., etc. Alors ça je vous les ai mis parce que pour moi, 1, c'est important, et 2, c'est très important, la Fondation Sol. Donc, la Fondation Sol, elle est créée par les anciens qui étaient à la manœuvre dans le fait de divulguer l'information en 2017. C'est-à-dire qu'on retrouve Elizondo, on retrouve Christopher Mellon, on retrouve ces gens-là. Donc, un lobby UFO qui n'est pas du côté des politiques, mais du côté des divulgateurs, de ceux qui sont au courant ou jouent la carte du lanceur d'alerte, etc., etc. On a donc un think tank qui s'est monté en 2023, qui s'appelle la Fondation Sol, et qui fait plusieurs choses. En même temps, ici, le temps où nous parlons ensemble, a lieu le congrès annuel de la Fondation Sol, qui cette année se déroule en Europe. Et ça a lieu en Italie. Tout le gratin européen se trouve là-bas, au-delà des têtes de gondole américaines. Okay. Ça a lieu ce week-end, là maintenant, pendant qu'on est ici. On a de la chance d'être ici. Donc non, là sinon, en blaguant un peu moins, ce qui est intéressant, donc en fait, ils produisent des livres blancs. Et donc ils font des notes, des synthèses, ça peut faire 30 pages, ça peut faire 60 pages. Ils produisent des livres blancs, très propres, très bien faits, très bien fichus, qui servent à quoi? Ça sert à faire de l'influence. Okay, ça sert à la fois à pousser des idées, mais à ce que ces idées contaminent d'autres personnes et que donc ça fasse chambre d'écho, que des personnes s'en emparent et que ça soit relayé et que comme ça, une idée qui n'est connue, qui n'est portée que par quelques-uns, devient un peu plus évidente pour un peu plus de monde et ça chemine un peu comme ça. Et donc là, je vous ai mis en gros le premier et quasi, c'est pas exactement le dernier, mais c'est presque le dernier. Le premier rapport qui a été produit par la Fondation Sol en mars 2024, qui a été signé donc par l'amiral Gallaudet, un ancien de la Navy américaine, qui nous parle des ovnis sous-marins. Donc ça, c'est grosse tendance. Attention, ça va être très tendance, très tendance, les ovnis sous-marins. Donc en fait, nous en France, encore une fois, on est en l'avant-garde par rapport à ça, parce qu'on a Sylvain Matisse qui a fait un super boulot avec ses 2 tomes sur les OSNI et les objets sous-marins non identifiés, machin, tout ça. Donc, mais que ça soit Sylvain qui ait produit ces bouquins il y a quelques années, qui rassemble les cas, que ça soit Gallaudet qui nous fait un document d'influence
qui synthétise le dossier pour montrer qu'il y a quelque chose qui existe, qui mérite d'être pris en compte et qui est important et que c'est solide les données dont on dispose, c'est parce qu'en fait, ce qu'on avait dans nos archives jusqu'à présent comme étant des cas d'OVNI qui rentraient dans l'eau, qui sortaient de l'eau, ou qui étaient vus près des côtes et machin et tout ça, ça commence à être revisité comme une catégorie à part entière, qui est donc la catégorie des ovnis sous-marins. Et donc, ce qui fait que ça, c'est grosse tendance. Très grosse tendance. Ça, à mon sens, ça fait vraiment partie des nouvelles dimensions de l'ufologie de maintenant jusqu'aux années 2035, 40, je sais pas quand, mais en tout cas, c'est pas anecdotique du tout. On est en train de découvrir qu'il y a en fait une nouvelle catégorie d'ovnis qui existait, c'est que ceux qui sont sous l'eau. Donc, s'il y en a sous l'eau, ça veut dire qu'il y a peut-être des bases sous l'eau. Donc après tout le truc qu'il y a lié aux ovnis, les bases, les machins, et donc il y a des cités sous-marines, et donc, ah tiens, le film d'Abyss de James Cameron, etc., etc., ok, c'est toute cette machine-là qui se relance. C'est pas anodin. Deuxième truc, ça c'est l'avant-dernier rapport qui est donc sorti en mars 2025. C'est donc un livre blanc sur pourquoi c'est pertinent d'investir dans les technologies UAP et dans le capital risque. Donc là, on revient aux fondamentaux, hein. Il faut lever des sous, on fait des startups, on lève des fonds et on finance de la recherche, de l'innovation, des prototypes. Qu'on ait du rétro-engineering ou pas, hein. On y va, on a suffisamment d'observables pour voir qu'il y a des trucs qui existent, qui se passent, et donc à minima, développons des technologies qui nous permettent de mieux identifier, de mieux traquer, de mieux suivre. Tiens, c'est aussi la ligne que suit Avilob de son côté depuis 3 ans. À mes yeux, Avilob est vraiment... il fait un travail... il provoque le système académique. Il fait un travail de provocation du système académique, mais ses propositions sont très pertinentes. Et parce qu'en fait, en jouant sur du privé, il faut savoir que quand il quitte son poste, ou en tout cas qu'il quitte son... il a demandé un congé sabbatique de je crois que c'est au moins 2 ans qu'il a demandé, c'est peut-être 3. Il a demandé un congé sabbatique de Harvard pour pouvoir monter, pour être dans la structure privée là, qui pilote de recherche, et avec laquelle il s'exprime à 100% en permanence sur les questions UAP. On peut voir... quand il donne des vidéos ou des interviews, qu'il est quand même sans doute encore dans ses bureaux à la fac, hein, probablement. Mais donc, il a demandé un congé, il a trouvé je crois qu'il a mis moins d'une semaine pour trouver les millions de dollars qui correspondent à l'organisation qu'il pilote. Parce qu'il y a des millionnaires aux États-Unis, ils ont la culture du philanthropisme, et donc, bah oui, on peut facilement trouver de l'argent pour faire tourner une structure pendant 1 ou 2 ans à moindre coût. Ce qui est important, c'est que lui, avec Avilob, c'est l'innovation informatique, et donc, ce qu'il faut comprendre dans ces logiques d'innovation, et c'est la moitié du contenu de ce rapport, enfin de ce livre blanc, c'est que le fait de mettre de l'argent pour améliorer les technologies ou en trouver des nouvelles, de toute façon, ça va servir à quelque chose. De toute façon, ça va être utile. Ça n'est pas de l'argent perdu. Et donc, et c'est là où on commence à arriver aussi sur les questions de drones actuels. Donc en fait, là, je vous ai juste fait un petit récap. J'ai eu la chance de pouvoir aussi pour Nexus l'an dernier faire une mini-enquête sur une synthèse sur tout ce qui concerne les drones du New Jersey. Qui a entendu parler des drones du New Jersey, enfin des apparitions au-dessus du New Jersey, voilà. Donc en fait, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe, je vous le dis juste si vous n'avez pas percuté, c'est que c'est similaire à 75%. En gros. C'est-à-dire qu'on a les drones du New Jersey, bon, je vais les appeler les drones, hein, on peut même les appeler les drovnis, puisqu'un drone non identifié, c'est un drovni, hein, on le sait grâce à Stéphane qui nous l'a rappelé tout à l'heure brillamment. Donc en fait, New Jersey, grosso modo, novembre-décembre, mi-novembre, mi-décembre, panique à bord, des milliers de personnes voient des trucs dans le ciel, des objets qui se déplacent lentement, qui ont une certaine taille, et en plus, ces objets, ils veulent être vus, ils mettent des lumières. Ça survole des sites militaires, ça survole des sites industriels, et on a donc mi-décembre, il y a 5000 observations qui remontent auprès de la sécurité civile, enfin des policiers, de tous les systèmes d'alerte qu'il y a sur place, et aussi des élus locaux. Il y a eu jusqu'à 180 observations par nuit. Il y a eu aussi des survols de sites en Europe pendant cette phase des drones du New Jersey. On a eu donc 3 bases en Grande-Bretagne qui ont été survolées. Bien sûr, elles sont liées à l'OTAN. Début décembre, on a eu aussi une base en Allemagne, de fait liée à l'OTAN. Et puis là, donc,
les élus commençant à taper de plus en plus du poing sur la table, parce que ça, je vous en dispense, mais en fait, de mi-novembre à début décembre et de début décembre à mi-décembre, ça se propage sur des États mitoyens du New Jersey. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des observations sur les États alentours. Il y a 6 ou 7 États américains autour du New Jersey, New York, Virginie, tout ça, qui aussi commencent à avoir des trucs au-dessus d'eux, quoi. Donc on a une première conférence de presse donnée par un représentant du Pentagone qui est très très mal à l'aise de toute sa vidéo et qui précise bien, qui dit officiellement que c'est ni américain ni étranger, c'est-à-dire ni russe ni chinois, hein. C'est ça qui est derrière cette phrase-là. Donc c'est dit comme ça le 11 décembre. Et surtout, rappelons-le, aucun Drovny n'a été abattu. Donc est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas les abattre, ou est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas les abattre, ou c'est parce qu'on n'a pas réussi à les abattre? Ok, donc en tout cas, aucun n'a été abattu. On a une initiative qui date de mémoire de mi-décembre, qui est donc une interdiction de vol des drones civils. Et puis donc on a aussi cette date du 11 décembre, un communiqué de presse commun du Homeland Security, du FBI, de l'autorité de l'aviation civile, la FAA, et du Pentagone, qui glisse opportunément dans un des 4 paragraphes du communiqué de presse, dans les dernières lignes, il glisse opportunément qu'ils soutiennent un des projets de loi qui est en cours de discussion depuis plusieurs mois au sein du Congrès, qui est donc un plan de lutte contre les drones. Hein, ils soutiennent le fait que cette loi soit adoptée par les élus et qu'elle dispose des financements nécessaires pour se concrétiser. Hein, c'est glissé dans le cadre du communiqué de presse. Europe du Nord, 2025. Alors, est-ce qu'on appelait ça la vague de la Baltique? L'histoire nous le dira, on saura. Donc, ça commence le 22 septembre 2025 avec des aéroports, aéroports d'Oslo et de Copenhague, donc Danemark et Norvège, qui sont survolés par des trucs. En fait, ce qu'on a su plus tard, l'armée française l'a confirmé le 25 septembre, c'est qu'on a eu une base militaire française qui a été survolée dans la nuit du 21 au 22 septembre. On a aussi, 2-3 jours plus tard, le 24-25 septembre, 4 aéroports au Danemark, dont un militaire. Mais un, en tout cas, pendant quelques heures, il a fermé, il a rerouté ses vols, il y a une quinzaine de vols qui ont été concernés. Le 28 septembre, le Danemark interdit les vols de drones civils. Et puis il y a une base militaire belge aussi qui commence à avoir des trucs dans la nuit du 1er au 2 octobre. Et puis dans la nuit du 4 au 5, c'est du côté de Munich, donc en Allemagne, qu'on a une fermeture temporaire pendant plusieurs heures de l'aéroport du fait de la présence de drones non identifiés. Drovny, quoi. Qu'est-ce qu'on voit ? On a donc là aussi, enfin en tout cas, ce qui est propre à l'Europe, c'est qu'on a un survol d'aéroports civils. On n'a pas eu ça, ou à peine, aux États-Unis. En revanche, on a aussi un survol de bases militaires, là c'est similaire. Un petit chiffre que j'ai vu passer en passant dans les différents articles de presse qui m'ont servi à récapituler tout ça. En Allemagne, depuis juin 2025, on a eu 536 Drovny qui ont été observés. Après, ils n'ont pas dit les lieux, les quoi. Hein. C'est les autorités policières qui ont confirmé auprès de journalistes qu'il y a eu 536 observations de drones non identifiés en Allemagne dans les 3 mois qui ont précédé ces événements, notamment ceux de Munich. Et si on prend un peu plus de recul, on prend un peu plus le large, en fait, il y avait un sommet. Il se trouve qu'il se déroulait un sommet européen le 1er et le 2 octobre à Copenhague, au Danemark, donc une semaine avant, hein, grosso modo. Et on a aussi, du côté des institutions européennes, on a plusieurs plans dans les tuyaux pour allonger le carnet de chèques et financer un effort de guerre respectable pour être au rang, pour faire face à la menace russe. Donc on a plus une feuille de route comme ça qui court jusqu'à 2030, puis on a un vieux programme qui depuis 2 ans était un peu... des fois ça voulait y aller, des fois les autres disaient ça coûte trop cher, machin. Bon, finalement, il a été adopté le 17 octobre. Donc, lui, c'est un programme à 1,5 milliard. On n'est pas sur des programmes à 600 milliards comme il en est question. Il est aussi question, directement suite à ces alertes aux drones en Europe, de murs anti-drones. Donc, on voit que ces histoires d'intrusion et de lumière, qui manifestement font tout ce qu'il faut pour être vus, hein, parce qu'ils mettent les lumières, hein, ça clignote, hein, dans les 2 cas, ça tombe bien, on a quand même des discussions sur des textes qui concernent le fait de financer ou pas du réarmement militaire. Hein, donc, on peut. Alors évidemment, donc là, effectivement, le Danemark, ça a été le Danemark le plus explicite dans sa façon d'exprimer ses soupçons. On dit qu'à leurs yeux, c'est la Russie qui est derrière ça.
il faut savoir qu'à ce jour, on n'est que sur des soupçons. Il n'y a aucun élément. La Russie, évidemment, dément. Bon, ça, c'est important, c'est pas important. En tout cas, officiellement, elle dément. Ce qu'elle n'a pas fait par rapport à une incursion qui s'est déroulée une semaine plus tôt, le 15 septembre, quand il y a des drones qui ont été abattus au-dessus de la Pologne, où la Russie a su, bah oui, effectivement, c'est à moi, et la Pologne a réussi à les abattre. Donc, on est sur un truc. Il se passe quelque chose qui met la défense européenne sur les dents. Et puis une semaine plus tard, on a eu des trucs, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on peut les détruire, pas les détruire, parce qu'aucun n'a été abattu là aussi, c'est pareil. Donc, et donc ça veut dire que si on commence à penser à attentat sous faux drapeau, on peut se dire aussi à qui profite ce type d'événement, puisqu'on a opportunément des projets de financement militaire qui sont dans les tuyaux quand même, et qui ne sont pas négligeables, puisque ça traîne depuis un petit moment. Voilà, donc voilà, vous voyez, sur l'invasion des Drovny, ça c'est les Drovny, pour moi, c'est la tendance de l'année. Donc on va décerner là la médaille, c'est le dernier slide un petit peu, c'est la tendance de l'année. C'est vraiment, puisqu'en fait là, l'alerte qu'on a eue chez nous en Europe, déjà elle est extrêmement similaire à celle qui s'est passée il y a 1 an grosso modo aux États-Unis, et y compris avec un contexte politique où il y a des textes législatifs qui sont jamais très très loin en termes de calendrier par rapport à l'alerte sur les drones. Donc voilà. Qui ne dit drone consent, on ne sait pas. Ça, c'est juste pour vous partager ça. C'est aussi une des tendances de l'année, ou en tout cas, c'est une tendance qui garde, enfin, qui ne se démode pas. Donc, la fabrique du doute, c'est une expression qui vient du champ du lobbying, et notamment de la désinformation scientifique. C'est-à-dire que les premiers à avoir mis ça en place, les premiers à avoir développé ces tactiques, ces stratégies de désinformation scientifique, c'est l'industrie du tabac en 1952. J'ai pas encore regardé les dates par rapport au carrousel de Washington, mais bref. C'est l'industrie du tabac en 1942 qui se réunissent, parce qu'en fait, depuis 1947, on a des études qui sortent avec des médecins américains qui disent « Ouh là là, attention, tabac égale risque d'épidémie de cancer du poumon ». Et donc l'industrie du tabac est un peu embêtée, et donc ils disent comment on peut faire pour contrer la mauvaise réputation que nous fait ce fichu médecin qui sort ses études. Et donc ils se disent, on va sortir des études scientifiques qui vont permettre de montrer que c'est pas le tabac qui cause du cancer. Et c'est là où ça devient futé d'un point de vue de la stratégie, c'est que, donc tout d'abord c'est ça qu'on va appeler la fabrique du doute, au sens où on va avoir des études qui disent c'est à cause du tabac qu'il y a du cancer, et des études qui vont dire c'est pas à cause du tabac qu'il y a du cancer. Donc fabrique du doute. Donc conclusion, il faut plus d'études. Mais comme ça on remet rien en cause. Ça commence à vous rappeler des choses, d'accord ? Donc ça c'est la fabrique du doute, c'est l'histoire officielle en termes de lobbying, et notamment donc de lobbying scientifique. Donc Monsanto fait la même chose par rapport aux pesticides, les opérateurs télécoms font la même chose par rapport au rayonnement électromagnétique et à la façon dont ça perturbe la santé, etc., etc. C'est un truc qui est très 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 connu de la part des ONG, des assos, qui militent pour donner l'alerte. Les fameux lanceurs d'alerte, ça existe dans le secteur de la santé, de l'environnement, pas que dans le secteur des UAP. C'est plutôt le secteur des UAP qui cherche à bénéficier de ce cadre qui a été mis en place auparavant, que ce soit pour des lanceurs d'alerte dans le secteur du nucléaire, des lanceurs d'alerte dans le secteur du pétrole ou de la chimie, les secteurs des perturbateurs endocriniens, etc., etc. Quand on creuse encore un petit peu sur le niveau de détail d'en dessous, cette fameuse fabrique du doute dont les marchands de tabac ont été vraiment les inventeurs extrêmement dégourdis, en fait, c'est pas simplement qu'on va faire des études bidonnées avec des résultats bidonnés, histoire d'avoir une étude, même si elle est bidonnée, qui va dire que ça, c'est pas le tabac. Ça a marché pour l'hydroxychloroquine, quand ça a été publié, et que 3 jours plus tard, ça a été débunké, mais que les décisions d'exclure ce type de médicament qui n'était pas un vaccin par rapport au Covid, on n'est pas revenu en arrière. L'étude a été retirée parce qu'elle a été assumée comme étant bidonnée et impubliable, mais les décisions politiques qui ont été prises grâce à cette étude n'ont pas été annulées. Okay. Donc là, pour le tabac, en restant sur le tabac, je ne vais pas aller sur les pesticides, je ne vais pas aller sur d'autres sujets comme ça, c'est pas simplement, il y en a quelques-unes, c'est pas simplement faire des études qui vont avoir des chiffres bidonnés. Non, c'est des vraies études qui vont être utiles parce qu'elles vont montrer que peut y avoir d'autres facteurs de risque que le tabac qui vont être source de cancer. On est avec des vraies études, des études qui sont fiables. C'est simplement qu'elles sont conçues de manière à regarder ailleurs. Et là, bingo, on trouve des trucs. Donc, on est sur une fabrique du doute qui est sur 2 niveaux. Une fabrique du doute au sens où on va mentir effrontément. Et une fabrique du doute au sens où on va
polluer le dossier. Hein, la fameuse histoire de polluer le dossier. Donc là, voilà. Donc ça, cette fabrique du doute, ben, c'est ce qui se passe sur la question UFO, depuis toujours, mais surtout depuis maintenant. C'est-à-dire que là, l'ARO, ça c'est la petite image avec le cercle noir, hein, c'est leur rapport de 2024. En tout cas, c'est un des deux documents qu'ils ont produit en 2024, qui était un peu un récapitulé. Ils passaient en revue un historique des cas qui existaient. Et là, ils font totalement machine arrière au niveau de tout ce qu'ils ont pu dire précédemment, dans le cadre de ce document, en disant. Pour ceux qui ont suivi l'actualité américaine et l'actualité des auditions, on a eu quand même plusieurs intervenants qui, à plusieurs reprises, sous serment, ont répété qu'il y avait des débris de vaisseaux qui avaient été récupérés. Parfois même, il y a des corps qui ont été récupérés. Mais en tout cas, il y a des objets qui ont fait l'objet de ce qu'on va appeler de la rétro-ingénierie. Là, maintenant, on commence à avoir un peu des idées de qui fait quoi, mais c'est plus simplement des thèses complotistes, c'est des déclarations via des commissions, via des auditions au sein du Congrès où les personnes ont déposé sous serment. Hein, je rappelle ce cadre et ce contexte, on est quand même sur autre chose en termes de cadre que le simple fait que c'est un email qui circule signé John Lear, quoi. On est sur autre chose, quoi. Donc, on a ce document qui produit, qui vient incarner la manière dont l'ARO, en tant qu'agence dédiée à la collecte des cas UFO et qui cherche à les élucider, c'est-à-dire qui s'inscrit dans cette continuité de Blue Book ou dans la continuité du GEPAN, qui est d'expliquer que le cas n'est pas un cas d'OVNI au sens hypothèse extraterrestre. Eh bien, il s'inscrit là-dedans, et ce qui fait que ce rapport ou sa position maintenant est donc complètement décriée de la part du lobby pro-UFO, comme quoi l'ARO est là pour minimiser le dossier, le décrédibiliser, etc., etc. Donc ça commence à rappeler des souvenirs dès les années 50 aux États-Unis de cette position-là. Mais très intéressant, on a le Wall Street Journal qui a sorti un grand article en juin dernier. Je pense que les plus férus d'entre vous s'en souviennent. Je le dis juste pour parmi vous ceux qui ne savaient pas qu'il y a eu cet article-là sur la désinformation du Pentagone. Hein, c'est ça l'intérêt, c'est que dès le titre, la couleur est posée. Hein. Désinformation du Pentagone qui a nourri la mythologie UFO aux États-Unis. Vous voyez, donc il y a 8 mots, il y en a 5, on est mythologie, UFO, désinformation, Pentagone. C'est assez réussi en termes de mots-clés quand même. Donc, qui a nourri foule, qui a filé du carburant. Donc, qui n'était pas au courant de cet article. J'essaie qu'il y ait plus des mains qui se lèvent en nombre, vous voyez, c'est pour ça. Bon, ben, ok, vous êtes quand même pas mal à le savoir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cet article-là s'inscrit dans une logique de fabrique du doute dans sa structure. Parce qu'en fait, il y a 3 exemples qui sont cités, qui sont des vrais exemples. Le fait qu'il y ait eu il y a notamment un rituel d'intégration qui est décrit où des personnes, plusieurs, témoignent et expliquent que quand il y avait un nouveau qui arrivait dans un service de renseignement, eh bien, on lui demandait de venir dans une chambre isolé, à part, où il n'y avait que lui, une table, une enveloppe, quelqu'un en face, on lui donnait l'enveloppe, pas de commentaire, il ouvrait l'enveloppe, dedans il y avait des photos où il y avait des débris d'OVNI, d'un crash et des choses qu'on pouvait voir et qui s'étaient passées, pas de commentaire, on remettait les photos dans l'enveloppe et on repartait avec l'enveloppe. C'était le rituel d'intégration. Et donc ça s'est renouvelé pendant plus d'une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, je crois, de mémoire. On est quasiment sur 2-3 générations de personnes où le truc s'est déroulé. Et donc, voilà, ça c'est raconté dans le cadre de cet article. Et que ça soit vrai ou faux, hein, moi j'ai plutôt tendance à penser que ça puisse être tout à fait vrai, une bonne blague de potage qui gagne en termes de psychologie sociale, c'est assez courant, ce genre de truc qui se reproduit tout seul et à un moment donné, on perd l'origine du machin. Mais ce qui est très intéressant, c'est que via l'article, ça permet de laisser entendre que tout le dossier UFO est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on prend un cas, ou en tout cas une anecdote qui est probablement réelle, mais ça permet de polluer tout le dossier. Okay. Le papier est conçu comme ça. Voilà. Au-delà du fait que c'est le Wall Street Journal, donc plutôt lié au milieu économique. Alors, voilà. Okay. Donc il y a différentes choses de cet ordre-là dans la manière dont qui dit quoi, comment, à quel moment, etc., etc. Je suis à votre disposition pour vos questions sur les tendances de l'ufologie mondiale.
Alors, cette technique de fabrique du doute me rappelle des, ce que j'ai vu sur le cinéma de propagande, l'étude du cinéma de propagande de Marc Ferro. Il avait étudié beaucoup le cinéma de propagande soviétique, et ainsi que les actualités pendant la Seconde Guerre mondiale de toutes les belligérants. Et on présentait la même information sous des angles différents qui permettaient en fait de présenter cette information sur le meilleur angle pour le belligérant, hein, alors que c'était les mêmes faits. Et là, ça permettait forcément de servir l'intérêt du belligérant en question. Oui, qu'on appelle ça arranger la réalité ou qu'on appelle ça Oui. de la propagande. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête sur les histoires de propagande, contrairement à ce que vous pouvez croire ou imaginer, puisque moi-même c'est ce que je pouvais croire spontanément, parce que c'est ce qu'on a pu entendre à plusieurs reprises, en fait ce que nous apprend l'histoire et ce que nous apprennent les recherches en histoire sur tout ce qui est propagande, c'est que la propagande est une invention américaine, c'est une invention anglo-saxonne et c'est absolument pas une invention nazie. Les nazis ont repris des méthodes que les Américains ont créées entre les années 1915 et 1925. Notamment, un des deux cas qui est souvent mis en avant, c'est ça concerne le tabac. C'est-à-dire que donc le fameux Édouard Bernays, c'est un des deux maîtres à penser de la naissance de la propagande aux États-Unis. Enfin, ils sont 3 ou 4, mais en tout cas, il fait partie. Il a notamment écrit un livre qui s'appelle Propaganda, où il assume l'expression de gouvernement invisible qui oriente le consentement des peuples. Hein. Il les dit, c'est marqué noir sur blanc. Au nom, c'est cette idée, hein, bien sûr, d'une élite éclairée qui sait plus que les autres ce qu'il en est pour de l'intérêt général. Donc après, ce qu'il en est de la vérité de l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier, c'est une autre question. Mais et donc, de mémoire, c'est en 2020. C'était en 1920 ou 21 dans ces eaux-là. On a donc aux États-Unis les femmes qui manifestent pour avoir le droit de vote, pour les suffragettes, etc., etc. Et en fait, on a les industries du tabac qui se disent comment faire pour développer nos ventes de tabac, il faut qu'on ait des nouveaux fumeurs. Comme on est déjà à bloc sur les mecs, en fait, peut-être que les nouveaux fumeurs, ça doit être des nouvelles fumeuses. Et donc, il y a ce coup de génie en termes de pub, hein, c'est que donc Bernays met en place des nanas au premier rang des manifs, et à la fin de la manif, elles dégainent un briquet, elles allument leur clope. Donc, ce qui fait que la clope devient le symbole de l'émancipation féminine. Puisque évidemment, il y avait les journalistes, enfin des photographes qui étaient là, en place, qui étaient prêts à saisir la photo. Ok. Donc ça, c'est un exemple. Mais l'exemple qui est vraiment considéré comme le point de départ historique, c'est comment les autorités américaines, grâce à une stratégie de com audacieuse et bien huilée, ont complètement inversé l'opinion publique américaine qui était hostile à l'entrée en guerre à la Première Guerre mondiale, et en 9 mois ils ont réussi à rendre la population américaine désireuse d'entrer en guerre pour venir sauver la liberté. Et ça s'est passé notamment, je vous l'explique puisque c'est quand même intéressant à savoir, en termes d'histoire, hein, de la propagande et d'influence des consciences des masses, c'est que donc à l'époque le média dominant c'était pas la radio, c'était le cinéma, et donc on allait dans le cinéma pour suivre les actualités. Et comme vous êtes là, sauf que le site de projection, c'était aussi le projectionniste dans ce sens-là. Salut le projectionniste. Et donc, avant que le film commence, il y avait quelqu'un dans la salle qui se levait et qui partait dans un discours patriotique qui durait 2-3 minutes et où vraiment il s'enflammait par rapport à la manière dont l'Amérique, peuple libre, ne peut pas laisser les choses ainsi, c'est de son devoir d'y aller, etc., etc. Le discours était le même pour toutes les personnes qui prenaient la parole dans les cinémas. Tout avait été ficelé à l'avance, c'était des comédiens qui étaient en place et qui jouaient ce discours, et ce qui fait qu'à force qu'on le répète, ça a pris. Et il y avait évidemment plein de personnes dans plein de cinémas. Et donc, ça a fait cet effet qu'en 9 mois, l'opinion publique américaine est devenue favorable à l'entrée en guerre pour la Première Guerre mondiale. Okay, je ne prends pas de jugement de valeur au sens c'est bien, c'est mal. Je vous explique juste comment on fait passer des pilules grâce à la répétition et en jouant sur qui parle et dans quelles circonstances. Okay, en fonction donc de est-ce que la personne est une figure d'autorité, même si vous êtes en hostilité par rapport à celle-ci, si elle incarne la figure d'autorité, ça a une influence sur vous. C'est le même principe que l'effet placebo, quand il y a quelqu'un en blouse blanche qui vous dit « prends cette pilule, ça te fera du bien ». C'est pareil, c'est les mêmes logiques d'influence au niveau du fonctionnement du cerveau. Voilà.
Autre question? Il y a juste une dernière remarque. Quand on a la fabrique du doute, on peut aussi se demander si c'est pas aussi un filet de sécurité pour les autorités. On apporte une information qui pourrait avoir des implications sur la population importante, et derrière, on instille tout de suite un antidote pour si la population réagit mal, on instille ce doute pour, au contraire, justement, éviter des débordements. Je vais te répondre rapidement, Philippe, là-dessus. C'est très mignon ce que tu racontes, mais effectivement, tu te fais l'avocat du diable de ce qu'on va appeler par ailleurs des opérations psychologiques. D'accord? Donc, tu peux envisager de le voir comme étant un filet de sécurité. Moi, en tout cas, j'ai utilisé cette expression pour vous faire prendre conscience que les techniques, les mécanismes de désinformation et d'influence qui sont utilisés dans le secteur des ovnis sont des mécanismes et des techniques qui ont été largement rodés et éprouvés depuis des décennies dans d'autres domaines, et c'est ce qu'on appelle la fabrique du doute par ailleurs. Voilà. Déjà, c'est prendre conscience de cela. Et comme ça, on est peut-être un peu moins manipulable. Peut-être qu'on est un peu moins manipulable. Moi, personnellement, j'estime que, en tout cas, mes valeurs sont plutôt celles d'une information qui permet aux personnes de prendre leurs décisions en conscience, plutôt qu'on soit dans des situations entre guillemets infantilisées, où d'autres estiment qu'ils sont mieux placés que nous pour savoir à notre place. En fait, j'ai deux questions. Quand tu parles des ovnis sous-marins, tu as voulu parler des Tic-Tac? Non, ça s'appelle OANI, ça s'appelle OSNI. Là, on est en pleine ébullition autour de la question des objets, des ovnis sous-marins. Je vous ai esquissé cette direction, cette perspective, parce que ça fait partie, selon mes grilles de lecture, des tendances clés par rapport aux 5 ans qui viennent sur les questions ovnis. Dès qu'il y a les histoires d'ovnis d'OSNI qui apparaissent à ce niveau-là, on est plus sur, on est plus sur une observation anecdotique. On est sur quelque chose qu'on structure. Parce que en plus, le rapport est super intéressant. Il relate des échos sonars, des trucs, des machins qu'ils ont détectés, qui sont très solides, et patati et patata. Et il y a quantité d'informations que vous n'avez pas. On est simplement au-delà dans la manière dont l'information est présentée. On est au-delà de la simple compilation de cas. Sinon, le document ne ferait pas 27 pages. On est presque dans des préconisations clés en main. Politique, qui est le livre blanc explique, vient décrire avec une mise en forme particulière en quoi le sujet mérite d'être pris en compte, et donc s'il était pris en compte, voici ce qu'on pourrait faire. Ok, c'est à peu près ça toujours les structures de ces types de documents. Et donc certes, on est dans un contexte américain, donc d'empire, et d'un empire qui s'appuie bien sûr sur les technologies militaires. Aujourd'hui, maintenant, on est en train de parler de la guerre sans fin par rapport à des techniques d'influence et de politique internationale que Trump incarnerait par rapport au Venezuela ou par rapport à des États de cet ordre-là dans ce qui se passe actuellement à travers le monde. La maîtrise des théâtres d'opérations militaires ont assuré la puissance et l'influence des États-Unis sur l'ensemble du XXe siècle. Et donc, vous pouvez imaginer que à une échelle un peu stratégique, il est bien sûr hors de question de la part des États-Unis de laisser filer le magot. Donc voilà. Donc ce qui fait que la question des ovnis peut être envisagée comme un nouveau théâtre d'opération au sens militaire, au sens stratégique, et il est évident que les États-Unis en tant qu'entité, en tant que personne morale, ne lâcheront rien et feront tout pour conserver une prédominance technologique. Et donc, tout est possible par rapport à ça. Que ça soit de la désinformation, que ça soit de la diversion, c'est-à-dire que du coup, ce qu'on va donner, c'est justement des choses qui deviennent secondaires et qui deviennent mineures par rapport à ce qui pourrait être donné. Mais l'important, c'est qu'on gagne encore 5 ans, on gagne encore 10 ans, on gagne encore 12 ans. Et au milieu de ça, évidemment, il y a des fadas, il y a des ufologues qui, eux, passent leur temps à venir taper à la porte ou appuyer sur la sonnette en disant « libérez les documents, libérez les rapports, c'est scandaleux et machin ». Et toi, tu bosses dans un service qui est celui de l'armée, de l'intelligence et du renseignement. Et comment tu réussis à gérer ce risque-là en ayant l'air de rien, en restant sympa, en filant pas une balle dans la tête à tout le monde, quoi. Voilà. Alors, je vais à autre chose. En ce qui concerne le projet Blue Book, est-ce que Majestic 12 a vraiment existé? Moi, je pense que non. D'autres pensent que oui.
Il paraît même qu'il y a eu des vrais faux documents Blue Book et puis des faux vrais Majestic, et des faux vrais documents Majestic. Donc ça, en tout cas à titre personnel, parce que ça m'intéresse, je vais aller vérifier ça un peu plus dans le détail, mais on est en train de rentrer dans une époque qui va être très 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 compliquée dans le rapport à la vérité. Hein. C'est plus simplement Trump et la post-vérité, c'est plus simplement les vérités alternatives. C'est que vous pouvez recevoir un coup de fil de quelqu'un qui vous appelle, c'est la voix de votre enfant, c'est la voix de votre meilleur ami, mais en fait c'est de l'IA. Ok ? Et vous n'êtes pas, à part partir du principe que tout ce qui se passe, que vous n'avez pas de visu devant vous, est une reconstruction numérique et digitale, hormis d'avoir cette clé de sécurité en vous, en termes de prudence, de bonne aloi par rapport à une puissance informatique qui est celle du chiffre ou qui est celle de la machine, eh bien, on va tous se faire avoir à un moment ou à un autre. C'est plus simplement le SMS frauduleux qu'on reçoit, c'est vraiment des informations, des leurres informationnelles qui vont venir à nous et que d'autres vont envoyer pour leur intérêt à eux et qui font que si on n'est pas triplement prudent, on tombe dans le panneau. Je ne milite pas pour une société du contrôle ou de la biométrie intégrale, parce qu'évidemment, il suffit de fabriquer le poison pour pouvoir vendre le remède, hein, c'est toujours ce qu'on dit. Donc, mais en revanche, la puissance exacerbée des intelligences artificielles libérées de toute limite, affranchies de toute limite, fabrique un horizon où, dans les 5 ans qui viennent, dès qu'on va être sur du numérique et des écrans, vous n'avez aucune garantie que ce qui se passe, c'est du vrai. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est vrai va être ce qui va se passer hors des écrans. Ça devient intéressant, puisque donc on va revenir avec de l'humain et de la proximité et du réseau social et des réseaux de confiance. Là, ce qui se passe, par exemple, à une échelle qui est celle de la sociologie, à une échelle des sciences politiques, c'est que les rassemblements de personnes, c'est de l'humain par rapport au virtuel. Et comme c'est de l'humain, ça veut dire qu'on se fabrique de la confiance entre nous. On se fabrique de la proximité. Ça ne veut pas dire que la confiance est garantie. Ça veut dire que ça augmente la probabilité de la confiance. Et donc, plus tu es dans une société de la confiance, moins tu es dans une société de la barbarie. Les enjeux sont de cet ordre-là au niveau de ce qui nous concerne tous aujourd'hui. Et la question UFO, à mon sens, participe de cela, autant par rapport à la manière dont ça peut être instrumentalisé par les pouvoirs publics qui peuvent suivre leurs propres intérêts, leurs propres agendas, que aussi par rapport à la manière dont c'est un lieu d'exercice, de techniques de manipulation des consciences qui sont connues depuis belle lurette dans d'autres secteurs. Et donc, si ça existe dans d'autres secteurs, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas utilisé dans ce secteur. Et comme c'est nous qui devenons les proies ou les poupées manipulables, il est de bonne loi, à mon sens, que nous soyons plus qu'avertis sur ces risques-là. Moi, j'aurais pas forcément de questions, mais bon, vous évoquiez cet article-là. Effectivement, le titre, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai fait gaffe au contenu, par contre. Donc la fameuse antenne là qui expliquerait Maelstrom de mémoire, ça a été largement réfuté. On voit bien que l'article les deux parties sont vraiment finalement vides. Oui, parce qu'il y a eu 15 jours plus tard, il y a une seconde partie. Ouais, voilà, mais c'était. Bien sûr. Mais effectivement, comme vous le dites, on instille un doute et c'est l'objet de cet article. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle les stratégies d'influence. Ouais. Mais du coup, pareil, pour revenir avec tout ce qui est congrès, réunion des congrès et tout ça, on se rend compte qu'il y a des politiques quand même qui veulent avoir des vérités. Et là, j'ai un article qui était sorti, un article sur le Harvard National Security Journal de Dylan Guthrie, je sais pas si ça vous parle. Oui, je l'ai lu, il est super. C'est un super papier. Là, oui. Alors, c'est un gros pavé, et puis c'est quand même compliqué à comprendre. Mais c'est celui qui fait 45 pages. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Je l'ai traduit, j'ai mis beaucoup de temps. Mais là, on se rend compte en fait que le Congrès en lui-même n'est pas forcément, comment dirais-je, c'est une entité un peu extérieure à tout ce qui est SAP, programme, développement et classification des éléments, quels qu'ils soient. Hein. Je ne parle pas que des ovnis, je parle de l'ensemble des programmes. Mais cette désinformation, enfin, en tout cas, ces risques de désinformation. De toute façon, depuis le comité Robertson, enfin depuis le panel, il avait clairement dit que c'était l'objet, ça pourrait être l'objet de Psyops. Et pour terminer, on a eu un exemple assez concret en 2018 avec un dépôt de brevet par la Navy sur des technologies qui ressemblent hasard au Tic Tac.
et des technologies qui seraient de l'ordre de la technologie d'antigravité. The Warzone en avait parlé et avait estimé que c'était une opération de désinformation par les instances pour vis-à-vis des pays étrangers en se servant du phénomène OVNI pour peut-être les diriger dans une mauvaise voie ou leur faire croire que eux disposent, et peut-être c'est ça aussi l'objet de tout ça, c'est de faire croire à l'adversaire que peut-être il disposerait de... Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Par rapport à ce que vous nous partagez, tout ça illustre en fait des facettes du brouillard de guerre dans lequel on est en train de rentrer, une guerre de basse intensité, une guerre informationnelle. J'aime pas trop l'expression guerre hybride parce qu'elle est plus qu'hybride, elle est multifactorielle, elle est holistique peut-être pourrait-on dire d'ailleurs. Même si le vocable qui est utilisé aujourd'hui c'est le terme de guerre hybride. Un exemple que je vais vous donner de comment ça peut marcher dans les deux sens en fait. Ce qu'il faut réussir, c'est nous, dans notre façon de penser les choses, je ne peux pas dire admettre, mais en tout cas réussir à faire ce pas de côté qui nous permet de réussir à fonctionner sans devenir dingue dans nos têtes avec des logiques duelles ou avec des approches paradoxales. C'est-à-dire comment fait-on quand... on sait pas, on sait un peu, on sait quand même, mais on sait pas tout. Vous voyez, c'est un peu ce truc. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle gérer l'incertitude. C'est ce qu'on appelle dans d'autres domaines gérer le risque. Dans l'assurance, gérer les risques, ils savent parfaitement faire. Y compris les risques qui sont incalculables ou qui sont pas pris en compte. C'est simplement une culture, une façon de calibrer, de structurer son cerveau. Okay, et donc... j'ai commencé avec la question du hotspot japonais lié aux observations d'OVNI. Ce que j'ai pas dit, par exemple, si vous vous souvenez un peu des zones où c'est marqué, hormis celles qui sont sur les zones, sur les côtes américaines, on est sur des zones de conflit. Il y a une corrélation nette qui a été mise en évidence à plusieurs reprises, en tout cas dans les études des 20 ou 30 dernières années, dans des études universitaires qui ont pu être produites, c'est qu'il y a une corrélation entre le nombre d'OVNI qu'on va observer et des zones de conflit. Et parce qu'il y a des innovations, sans doute parce qu'il y a des questions d'innovation technologique, sans doute parce qu'on se retrouve plus à être attentif par rapport à ce qui se passe dans le ciel, et patati et patata. Okay, donc, du côté du Japon en tout cas, oui, en 2020, 2022 et aussi 2023, là, oui, ils ont annoncé qu'ils mettent les moyens pour renforcer les systèmes de détection et les systèmes de tracking par rapport à des objets fugaces qui auraient des comportements aberrants. Bon, c'est très bien, ça permet aussi de détecter d'éventuelles innovations technologiques et militaires qui viendraient d'un voisin qui est un peu plus grand, un peu plus puissant et qui a plus d'1 milliard de personnes comme habitants, quoi, vous voyez. Donc, il faut bien comprendre que la question UFO peut aussi servir de paravent à des basiques considérations géopolitiques, militaires, etc. Voilà. Alors, voilà, c'est terminé. Merci de votre attention.